Bonsoir, merci beaucoup de votre présence très nombreuse ce soir. Bonsoir Isabelle Autissier. C'est un plaisir, un honneur de vous avoir en tout cas ce soir. Et on vous disait effectivement qu'il y avait plus de 1000 personnes ce soir. C'est une audience assez rare, mais qui ne nous surprend pas compte tenu de votre popularité et de ce que vous dégagez aussi auprès du public. Je crois que c'est ce qui nous touche tous. On va parler évidemment de la mer, d'environnement, mais on va d'abord parler d'Oublier Clara, qui est votre combienième roman d'ailleurs, tiens ? 4e roman. 4e roman. Et on en reparlait tout à l'heure, vous me rappeliez que vous étiez sur la liste du Goncourt, il y a 4 ans, pour Soudain seul. Qui a lu Isabelle Autissier ? Oh, bah il y a du boulot. Hein. Voilà, il y a du boulot, vous voyez. Ouais. Il va y avoir des Oublier Clara sous le sapin à Noël. Oublier Clara, donc, ou l'histoire de Yuri, c'est un ornithologue russe qui, pour fuir la violence familiale, a immigré aux États-Unis et il revient dans la ville de Mourmansk, où il a vécu toute sa jeunesse, parce que son père agonise sur son lit d'hôpital, et va ressurgir dans la conversation entre le père et son fils le souvenir de Clara. Clara, c'était la grand-mère, la mère donc de Rubin le père, une scientifique disparue dans les années 50. C'est une histoire de famille entre 3 générations, 3 périodes aussi de l'ex-URSS et de la Russie depuis les années 50. Tout à l'heure, on en parlait il y a quelques instants de cette neige noire, effectivement, à Mormansk, cette ville que vous avez découverte. On peut peut-être d'ailleurs la situer géographiquement. C'est au-dessus de l'Arctique, hein, c'est ça ? Oui, c'est la plus grande ville au nord du cercle polaire arctique. Donc c'est du côté ouest, du côté européen, on va dire, de la Russie. Et c'est une assez grande ville. Elle fait plus de 200 000 habitants. Ouais. Et c'est surtout une ville qui ne gèle pas l'hiver grâce à une branche du Gulf Stream, ce qui en a fait évidemment tout son prix, tout son intérêt, en particulier pendant la guerre. Il pleut tout le temps. Voilà. Et il pleut tout le temps, ou il fait froid. Alors, il ne fait pas très beau, il fait très froid, évidemment, puisqu'on est au-delà du cercle polaire. Et c'est vrai que ma rencontre avec cette ville a été assez frappante. En fait, moi, j'y suis allée en compagnie d'Éric Orsena quand on a écrit un livre sur le Grand Nord. Et c'est vrai qu'on arrive dans cet endroit où, quand on descend, quand on est à l'aéroport et qu'on part en ville, on voit que la neige est noire, de fait. C'est une ville extraordinairement polluée. Alors, il y a en plus cette pollution qu'on voit, il y a celle qu'on ne voit pas, qui est la pollution nucléaire de tous les, on va dire, les anciens navires qui ont été abandonnés. Enfin, voilà, abandonnés tout ça, dans la mer, quoi. Oui, absolument. Ouais. Donc tout ça est quand même assez violent, en fait. Et les bâtiments sont beaucoup à l'abandon. Enfin, il y a le béton tombe de... C'est une ville très romanesque, au fond. Ah oui. C'est une ville qui a connu sa splendeur, qui a été une ville martyre. D'ailleurs, la ville a la médaille du martyr de l'Union soviétique, puisqu'elle a été détruite à 95% pendant la guerre, puis reconstruite pour être le fleuron du Nord, aussi bien du point de vue de la flotte que du point de vue militaire, que du point de vue de toutes les richesses de cette péninsule, richesses essentiellement minières, charbon, mais pas que, qui en faisaient une ville extrêmement importante au moment de l'URSS. Et donc, c'était un peu les pionniers, les héros, enfin voilà, avec toute la symbolique qu'on avait à l'époque, et qui maintenant est complètement décatie, au point qu'effectivement, quand on se balade en ville, il y a des endroits où on voit qu'il faut mieux faire un tour parce qu'il y a des bouts de béton qui risquent de tomber du mur. Donc c'est quand même, c'est quand même assez marquant. Et pourquoi c'est un cadre romanesque au sens roman ? Quand vous êtes arrivé avec Éric Orsena dans cette ville, déjà vous disiez qu'il y avait matière à en faire quelque chose ? Non, parce que c'était pas l'idée, c'est pas pour ça qu'on était là-bas. Mais pour moi, ce romanesque, il vient de ces oppositions entre cette ville qui a été un fleuron, qui maintenant n'est plus grand-chose. Et puis, il vient aussi de quelque chose que je trouve vraiment, pour moi en tout cas, très lié à l'âme russe ou soviétique, comme on veut, mais en tout cas à ces peuples, qui est une capacité de résistance et de résilience absolument incroyable. Je pense que nous, on serait dans la moitié ou le quart de ce qu'ils vivent, on trouverait ça totalement insupportable. Et eux, ils ont une façon d'arriver quand même à survivre. Et dans cette ville qu'on a l'impression d'être en pleine déconfiture, non, il y a des gens, il y a des enfants dans les écoles, il y a des... Enfin voilà, et je trouve ça aussi très à la fois exemplaire sans doute, mais oui, qui là aussi touche au romanesque. Donc Yuri revient à 23 ans après avoir quitté cette ville, Mourmansk. Il revient, et c'est un jeune homme qui a réussi aux États-Unis, c'est un professeur d'ornithologie. On sent quand même que cette réussite s'est forgée aussi dans cette opposition à ce qu'il a vécu étant jeune.
C'est-à-dire un univers plutôt violent. Oui, bien sûr. Il a 46 ans de nos jours. Donc lui, il a vécu sa jeunesse, son enfance, on va dire à la fin de l'époque soviétique, dans cette ambiance quand même qu'on imagine mal, qui même auprès des enfants étaient encore des ambiances très militaristes, très voilà, on glorifiait les héros dans une certaine violence. Voilà, les enfants apprenaient encore à manier des armes très jeunes. Et puis lui, son père Rubin, est un parfait exemple à la fois de ce qu'il a vécu étant jeune comme étant déclassé, puisque sa mère a été arrêtée, donc il était le fils d'une réprouvée. Mais en même temps, il a réussi, entre guillemets, à tirer quand même son épingle du jeu. Il a réussi à avoir une certaine réussite sociale, mais tout ça au prix d'une violence forte qu'il a, entre autres, exercée sur son fils. Donc voilà, donc le fils, dès qu'il a plu, il s'est enfui. Et puis en plus, le moment où il part, c'est le moment de l'écroulement de l'Union soviétique, avec toutes les difficultés qu'a connues la Russie dans ses premiers moments. Donc voilà, donc au fond, il est parti, il a sa vie, il revient parce que son père va mourir. Et parce qu'il se dit, c'est les derniers moments où je vais pouvoir lui parler. Il a besoin de faire la paix? Il a sûrement besoin de faire la paix. Je le disais tout à l'heure, il s'est vraiment enfui. Et au fond, je crois qu'il y a quand même ce lien de la filiation qui fait qu'à un moment donné, c'est pas tant qu'il n'a pas forcément pardonné tout ce qu'il a vécu, mais peut-être qu'il a besoin de comprendre en tout cas. Et de fait, il va comprendre des choses, puisque de fait, cette grand-mère dont il n'entendait jamais parler, il va découvrir qu'elle a été arrêtée et il va commencer à s'intéresser à ce personnage. Et en remontant la chaîne donc, de la filiation, il va trouver aussi des formes de réponse. Oui, parce que cette grand-mère, donc la mère de son père, de fait, elle a disparu quand le Rubin avait 3-4 ans. Oui, c'est ça, elle est arrêtée. Donc c'est une jeune scientifique voilà, qui, a priori, a un brillant avenir devant elle. Bon, je ne vais pas déflorer le livre pour ne pas expliquer pourquoi elle se fait arrêter. Il faut savoir qu'à cette période auquel elle est arrêtée en 1950, n'importe qui partout tout le temps pouvait être arrêté pour n'importe quoi. Vous étiez un quart d'heure en retard, c'est que vous étiez en train de saboter. Vous étiez le voisin de palier de quelqu'un qui était arrêté, il avait pu vous dire des choses. Enfin, il y avait une espèce d'arbitraire absolu. Donc voilà, il y avait une forme de violence sur la société. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé en fait, c'est au fond de quoi sommes-nous faits. Nous sommes faits bien sûr de nos chromosomes, mais nous sommes faits du milieu familial et du petit cercle dans lequel nous avons vécu, en particulier nos jeunes années, qui nous a donné des repères, qui nous a, en bien ou parfois malheureusement en moins bien. Nous sommes faits aussi du pays, de l'ambiance dans laquelle nous avons été élevés. Évidemment, si selon que vous naissez en Afghanistan, aux États-Unis ou que sais-je, vous n'aurez déjà sans doute pas accès au même destin. Donc tout ça se forge. On est fait aussi des secrets de famille, parce que c'est aussi ce Absolument. Sujet. Oui. Et je pense que toutes les familles ont des secrets de famille, qui ne sont heureusement pas toujours tragiques. Mais faites l'exercice, et moi je l'ai fait pour ma propre famille. La vie de vos parents, vous connaissez quand même à peu près, pour peu qu'ils vous aient raconté des choses. La vie de vos grands-parents, on connaît quelques petits faits saillants, mais on ne sait pas très bien voilà, le quotidien. Et alors, dès qu'on arrive aux arrière-grands-parents, on ne sait plus rien. Or, souvent, les choses qui marquent des générations se transmettent en quelque sorte. Donc nous sommes faits aussi de cette transmission, qui peut parfois porter des fruits ou au contraire des choses négatives à 2 ou 3 générations de distance. Et là, typiquement, ce qui arrive à Clara va bien sûr influencer son fils Rubin, mais aussi son petit-fils. Donc voilà, donc il y a toute cette filiation qui m'intéressait de décortiquer un peu. Donc son père, en fait, lui dit « enquête sur Clara, essaie de comprendre ce qui lui est arrivé ». Alors il se tourne vers une ONG, j'ai regardé sur Internet, j'ai effectivement trouvé que cette ONG existait, elle s'appelle Memorial. C'est une ONG russe. Quel est son rôle alors? Oui, Memorial, c'est une ONG extraordinaire puisqu'il travaille sur les droits de l'homme. Donc vous imaginez que la cause n'est pas très facile en ce moment en Russie. Et ils ont aussi beaucoup travaillé sur la mémoire.
ils ont beaucoup travaillé pour essayer de savoir ce qu'était devenu. Il y a 20 millions de personnes à peu près qui sont passées au goulag, sur toute l'histoire du goulag, donc 20 millions de familles. À partir de là, quand les archives se sont ouvertes, ils ont essayé de retrouver la trace, ne serait-ce que faire des listes, qui était où, qui est mort quand, qui a été condamné à quoi, et pire que tout, qui a dénoncé qui. Et ça, souvent, ça a été des drames. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de familles qui ont préféré arrêter là parce qu'on s'apercevait parfois que c'était son gentil voisin, que c'était son brave collègue de bureau, parfois que c'était son fils, sa femme, son frère qui vous avait dénoncé pour des choses réelles ou imaginaires. Et évidemment, ça c'est une violence aussi terrible. Des gens qui prennent beaucoup de distance aussi par rapport à... Enfin, quand Youri les rencontre, on sent qu'ils sont très distanciés par rapport aux faits et à ce qui s'est passé. Ils en ont besoin en même temps. Oui, c'est obligatoire. Je pense que les gens qui travaillent dans ce genre d'ONG, s'ils ne sont pas blindés, vous savez, c'est comme... il y a sans doute des médecins ou des chirurgiens dans la salle. Hein. Si vous n'êtes pas un peu blindé par rapport au corps humain, au sang, etc., vous n'arriverez jamais à être un bon médecin. Donc forcément, ces gens-là sont obligés de se blinder un peu sur les destins qu'ils mettent au jour, parfois sur la réaction effectivement des proches. Et puis de plus en plus, même ce travail de mémoire leur est contesté. Et les archives qui s'étaient ouvertes pendant un moment donné sont en train de se refermer. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place veut donner l'image du glorieux pays, on reprend un peu des termes qui avaient cours, on va dire, au moment de l'Union soviétique. Et donc, c'est pas très chic de ressortir ces histoires-là. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de camps, par exemple, d'anciens camps, qui sont en train de tomber complètement, de s'écrouler, alors que les familles auraient voulu qu'il reste symboliquement quelque chose, auraient voulu pouvoir aller se recueillir peut-être quelque part, et ça devient de plus en plus difficile. Que connaissiez-vous de l'ex-URSS, du goulag? Vous avez lu longtemps, pas grand-chose. J'ai passé 2 ans à lire avant de commencer à écrire. 2 ans? Oui, enfin bon, je ne fais pas que ça. Hein. Non, mais... mais oui, j'ai essayé de me documenter beaucoup sur tous les aspects de cette vie, sur le quotidien des gens, parce que je trouve que moi, c'est ça qui me touche, c'est ça qui m'intéresse. Il y a les hauts faits, évidemment, il y a l'histoire avec un grand H, mais il y a aussi la petite histoire de comment vivaient les gens, les écoles, comment ça marchait. Et à un moment donné, il va dans une espèce de centre de loisirs, ce qu'on appellerait un centre de loisirs aujourd'hui, colonie de vacances, comment ça se passait. Il y a le bateau de pêche, comment ça se passait sur les bateaux de pêche. Enfin, voilà. Tout ça m'a beaucoup intéressé et interrogé. Oui, parce que c'est encore une fois une société qui est très excessive. Même si à l'époque, l'équivalent des années 50-60, vu d'Europe occidentale, il y avait un mythe un peu sur ce que pouvait être la révolution soviétique, etc. Bon, dont après beaucoup de gens sont revenus, bien sûr. Mais voilà, c'est aussi intéressant, je trouve, d'essayer de comprendre comment les gens, en URSS, comme dans beaucoup de pays totalitaires, il y a quand même très, 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 très peu de gens qui osent dire non, qui osent s'affronter. Il y en a qui sont admirables. Aujourd'hui, si vous êtes ouïghour en Chine, et si vous voulez être un leader, bonne chance. C'est la prison à vie. Voilà. Donc, il y a des gens qui le font, mais finalement, beaucoup de gens vont s'y faire. Et cette façon de s'accommoder de choses qui nous paraissent, nous, absolument horribles, et c'est quand même assez intéressant. C'est une façon de survivre, parce que s'affronter directement, c'est en général tragique. Donc c'est une façon de survivre. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, quels sont les compromis, quels sont les faux-semblants, ou au contraire les adhésions que tout ça va engendrer. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a assez passionnée. Donc vous avez lu et rencontré aussi? Vous avez échangé avec des habitants Non, pas tant que ça. En fait, quand j'étais à Mourmansk, c'était donc dans l'idée d'écrire ce livre sur la route du Nord. Donc on a plutôt rencontré des gens qui étaient des interlocuteurs pour cette route du Nord. Mais pas... Et puis moi, je ne parle pas russe. Et je pense que ça, c'est rédhibitoire pour vraiment être au cœur des familles.
Alors, Yuri développe une passion pour les oiseaux, passion dont il va faire son métier, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il trouve justement chez ces animaux, chez ces oiseaux, alors qu'il est au cœur d'une jeunesse quand même extrêmement violente et tourmentée? Oh, il y trouve la paix, comme je pense qu'on peut tous et toutes trouver une certaine paix dans la nature. Quand on va pas bien, quand on a un peu le blues, d'aller faire un tour en forêt, d'aller au bord d'une rivière, d'aller cultiver son jardin, c'est souvent une façon d'atténuer un peu son chagrin, de se sentir un peu mieux. Donc finalement, Yuri, il fait la même chose. Il attend avec sa mère l'arrivée du bateau de son père qui est pêcheur. Et en gros, en général, il sait qu'il va se prendre une torgnole à l'arrivée. Donc, c'est pas très, très réjouissant. Et puis, sur le port, à Mourmansk, sur ce port de pêche, il y a évidemment les oiseaux qui tournent autour des bateaux de pêche. Et au fond, ces oiseaux vont devenir un univers parallèle pour lui, dans lequel il va trouver un peu de paix, un peu de répit. Puis comme c'est un petit garçon, il va rêver qu'un jour il volera comme les oiseaux. Et puis, et au fond, je crois que c'est un peu ça qui est sous-jacent. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. Oui. D'abord parce que moi, je fais pas de plan. Dans mes histoires, je me la rends compte à moi déjà, l'histoire. Mais j'avais pas décidé que. Mais au fond. Oui, parce que le père est pêcheur, la grand-mère est sur l'île Lorraine, lui est ornithologue. Oui. Alors voilà, on m'a dit ça. On m'a dit qu'ils chacun leur animal totémique en quelque sorte. Ah oui. Ils ont un lien tous avec la nature. Et que en plus il y avait l'air, l'eau et la terre. Ah oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas voulu comme ça. Mais je pense que ça vient pour le coup de ce que je suis et du plaisir aussi que moi j'ai à être dans la nature et je mesure toujours combien c'est apaisant, combien c'est reconstructeur, et donc voilà, pour Yuri c'était les oiseaux. Parce que là c'est vraiment la nature pilier de leur résilience aux trois, c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça, c'est ça qui dans les trois cas va leur permettre de se reconstruire en quelque sorte, et là aussi je pense qu'on parlera un petit peu d'environnement à la fin de cet entretien, mais je crois que nous avons oublié que nous appartenions à la nature, nous avons oublié que nous étions avant tout des êtres de nature, mais on ne l'a pas tout à fait oublié. C'est-à-dire que je crois que je ne sais pas si c'est au fond de notre cœur ou de notre cerveau limbique ou quelque part, il y a quand même encore quelque chose qui est intuitif. Regardez les petits-enfants, voilà, ils ont un rapport intuitif et direct avec les autres animaux, avec les fleurs, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis de côté parce qu'aujourd'hui on est dans des endroits qui ne sont plus des endroits naturels. Il y a beaucoup de gens qui passent la quasi-totalité de leur vie sans avoir jamais été dans un endroit vraiment naturel. Les enfants sont élevés dans des villes, ils savent même plus quand est-ce qu'on plante les tomates ou voilà. Mais quand même, c'est pas si loin. Et quand on retisse un tout petit peu ce lien-là, finalement, ça ressurgit. Et cette île sur laquelle se retrouve Clara, vous la connaissez? Alors, c'est une île imaginaire, parce que j'aime bien les îles imaginaires. Et puis... Enfin, nourrie de toutes vos oui, alors après, ce évidemment. sont des îles qui existent. Oui, il y a au nord de la Russie, donc de cette immense côte sibérienne, il y a un certain nombre d'îles. Donc, qui sont effectivement des îles très froides et des îles sur lesquelles, historiquement, ont vécu en partie ces peuples qu'on appelle des peuples premiers et en partie ces nénètes qui sont des éleveurs de rennes. Nénètes, c'est bien ça. Voilà, qui habitaient sur on va dire la partie continentale de la Sibérie, mais aussi sur les îles, et dont il subsiste encore aujourd'hui quelques personnages, quelques petites parties des tribus. C'est de plus en plus compliqué pour eux, mais il y a encore des gens qui vivent dans les tentes traditionnelles. À l'époque des années 50, il y en avait encore beaucoup. Donc, et ça a été très compliqué pour eux d'ailleurs, parce qu'ils ne rentraient pas vraiment dans le modèle soviétique. Mais voilà, ça pour le coup, c'est des gens effectivement qui ont une proximité totale avec la nature puisqu'ils en vivent en permanence. Et donc c'est effectivement là, oui, que Clara va trouver du réconfort. C'est aussi du rapport à la mer. Et c'est pas une surprise dont il est question parce que c'est vrai que Rubin, lui, est donc patron pêcheur. Il aime quand ça cogne, il aime la confrontation avec la mer, il aime la tempête. Alors que lui, Yuri, quand il monte sur le bateau, il voit des poissons morts. Pour lui, ça le heurte, quoi. Oui, ça c'est... donc je vous disais, je me suis un peu documentée, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir une expérience quand même personnelle, puisque mon
mon premier métier, celui dont ma maman était très fière, c'est que je suis ingénieur agronome à Lieutte et que donc j'ai travaillé quand même pendant 11 ans, que ce soit donc pour les organisations professionnelles de la pêche, après pour Ifremer et puis encore à la fin pour faire de l'enseignement maritime. Donc je me suis retrouvée sur des bateaux de pêche au nord de l'Écosse ou au nord de l'Irlande, des grands bateaux, hein, des bateaux de pêche français, bretons. Et j'étais quand même assez saisie par cette ambiance. La pêche, au fond, c'est la dernière activité, on va dire, professionnelle de chasse. C'est une chasse, la pêche. Vous élevez pas les poissons, vous cultivez rien, vous essayez de les traquer, de les débusquer et puis de les récupérer. Et donc ça donne une ambiance très particulière. Et franchement, c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie d'écrire un jour. Ce moment où le chalut remonte à bord, ce moment de catharsis au fond avec ce chalut dont on essaye de deviner s'il est un peu plein, pas plein. Il y a enfin, le regard des gens, c'est vraiment l'instinct du chasseur, quelque chose de très, très fort, je trouve. Et puis ce moment où le poisson va tomber sur le pont, alors c'est souvent, enfin quand ça marche bien, c'est des tonnes. C'est des tonnes de poissons qui arrivent et alors là c'est très impressionnant. D'un côté ça grouille de vie mais en même temps tous ces animaux sont morts. Ceux qu'on va garder pour les manger et puis tous les autres qui souvent forment la moitié à peu près de ce qui tombe sur le pont. Donc il y a, voilà, il y a vraiment la vie, la mort, il y a vraiment quelque chose de... Voilà, c'est un moment impressionnant en fait. Dont j'avais envie de parler. Et votre animal totem, vous, alors? Parce qu'on en parlait des animaux totems des personnages. Oh, je ne sais pas si j'ai un animal totem. Évidemment, moi qui ai eu la chance de fréquenter le Grand Sud, je pense que la grâce des albatros est au-dessus de tout. Vous savez, les albatros, c'est des oiseaux incroyables. C'est les plus grands oiseaux aujourd'hui. Donc certains peuvent faire presque 3 mètres d'envergure. Et ce sont des oiseaux qui ne battent quasiment jamais des ailes parce que eux, ils voient les courants d'air. Et ils voient que devant les grandes houles du sud, il y a de l'air qui est poussé, chassé par la vague. Et ils utilisent ce courant d'air pour planer et reprendre de la vitesse et remonter en altitude. Donc c'est vraiment un ballet absolument somptueux que de voir ces oiseaux qui sont là, en général des mers un petit peu vigoureuses, hein, qui ont l'air tellement à l'aise, ça a l'air tellement facile quand on les regarde. Ils sont là, ils effleurent l'eau, ils remontent, ils repassent. Enfin, c'est vraiment des animaux qui ont une forme d'adaptation à leur milieu qui est absolument incroyable. Tous les marins qui vont dans les mers du Sud racontent les albatros. Enfin, c'est vraiment un animal marquant, puis qui les accompagne, parce qu'il y a peu de vie. Oui, en plus, les albatros restent souvent autour des bateaux. Je ne sais pas vraiment. Je pense que sans doute le passage du bateau fait peut-être remonter des poissons ou du plancton ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai qu'on les voit très souvent tourner autour. Et donc, si on veut rester pendant des heures, on peut rester pendant des heures. Je vous ai entendu raconter une histoire incroyable de ces albatros qui, pour chaque saison, retrouvent leur compagne dans un ballet absolument incroyable. Oui, alors c'est une des rares espèces animales qui soit fidèle. Et donc, en fait, les animaux vivent en mer pendant la plus grande partie de l'année, mais au moment où il faut pondre, évidemment, ils ne peuvent pas pondre en mer, donc ils retournent dans les lieux où ils sont nés eux-mêmes, dans ces îles australes. Et là, pour retrouver leur compagne ou leur compagnon, ils ont une technique extraordinaire, ils dansent et ils chantent. L'être humain est peut-être un peu comme ça, je ne sais pas. Enfin, ils se font face, donc ces deux grands oiseaux sont posés sur le sol et ils déploient leurs ailes comme ça, l'un devant l'autre, et ils font une espèce de danse avec des petites courbettes, des saluts, des trucs, et puis ils chantent une espèce de mélodie qui est caractéristique du couple. Donc des fois, ils passent une demi-heure l'un devant l'autre, comme ça, et puis non, finalement, c'est pas le bon. Donc c'est pas grave. Ciao, bonne route. Et puis ils vont voir un autre, jusqu'à ce que effectivement le couple se reforme. Pourquoi n'écrivez-vous pas quand vous naviguez? Parce que je navigue. Parce que D'accord. Non, mais parce que c'est tellement bon de faire qu'une chose à la fois. Et le bateau, la mer, peut vous absorber tellement.
D'abord pour des raisons de sécurité, de marche du navire, éventuellement. Mais sur Terre, vous ne faites pas qu'une seule chose à la fois? Pardon? Sur Terre, vous ne faites pas toujours qu'une seule chose à la fois? Non, alors sur Terre, c'est ça mon problème, c'est que je fais beaucoup trop de choses à la fois. Et que comme vous tous, j'en souffre beaucoup. Mais au moins, quand je suis en mer, et surtout sans doute parce que je suis skipper, donc j'ai en charge... voilà, il faut être dans l'instant, il faut regarder ce qui se passe. On a des cartes météo, etc., mais c'est le nuage qui a raison. C'est la vague qui a raison. Donc si je ne suis pas là pour regarder, comprendre, m'adapter, etc., ça se passe peut-être pas bien, surtout que moi j'aime bien naviguer dans les coins un peu bizarres, malfamés. Et puis en même temps, je veux ça. Je veux passer 2 heures à regarder un albatros. Les gens ils me disent, mais vous devez vous ennuyer, parce que c'est tout le temps pareil quand c'est en mer. Mais je leur dis, mais non, parce que quel bonheur de regarder un nuage qui passe. À terre, j'ai évidemment pas le temps de regarder passer les nuages. Mais en mer, je peux regarder le nuage qui passe, comment il se déforme, comment il se construit, comment le vent va tourner à l'intérieur du nuage et comment le bateau, je vais l'adapter pour ça. Voilà. Et je suis dedans. Et ça, je le lâcherai pour rien au monde. C'est la seule chose qui n'est absolument pas négociable dans mon emploi du temps. C'est que je vais en mer 2 mois par an et que là, je n'ai pas le téléphone et que j'ai un mail que vous n'aurez pas. Et que voilà, parce que je veux avoir cette chance immense d'être dans cette nature, vraiment, totalement. Pas en train de me dire le rendez-vous de demain, le truc de voilà. Je suis là et ça fait Pourtant, beaucoup de bien. c'est tellement propice à l'imagination quand vous êtes en mer que vous pourriez prendre plein de notes intéressantes pour vos bouquins. Je sais pas, je pense que je les prends peut-être dans ma tête. Sûrement même, je les prends dans ma tête en fait, parce que là aussi, alors en course, ça se prête pas beaucoup à la rêverie, mais quand on est en balade, ça se prête à la rêverie. Quand vous êtes, souvent les autres dorment, vous êtes seul dehors sur le pont, en train de barrer ou de surveiller ce qui se passe. Vous êtes dehors pendant 3 ou 4 heures, vous avez le temps de vous en raconter des histoires. Donc moi je me prive pas parce que j'adore les histoires. Et donc oui, on se raconte des histoires, on se souvient, on anticipe, on se fait sa petite sa petite cuisine à soi. On entend le bateau, on a l'impression qu'il grogne parce qu'il n'est pas content ou au contraire qu'il est content. Voilà. Et ça aussi c'est magique. Donc si je vous demande pourquoi vous ne faites pas autre chose quand vous écrivez, vous allez me dire que parce que vous écrivez. Ça risque, oui, d'être la réponse, parce que c'est très prenant d'écrire. Vous coupez tout? Vous coupez vraiment tout, comme sur un bateau? Pas de téléphone, rien? Oui, alors sauf que c'est des périodes beaucoup plus courtes. Quand j'arrive à sauver 3 heures d'affilée, c'est déjà une belle perf. Mais là, effectivement, si j'ai décidé que c'est maintenant que je suis chez moi, là, je ne vais pas répondre au téléphone. Parce que j'ai besoin de re-rentrer. C'est pas si facile que ça quand même d'écrire, je trouve. Enfin, c'est un bel exercice parce qu'il faut traduire une émotion ou une connaissance en mots. Il faut que ces mots aient une musique, il faut qu'ils aient un sens, il faut qu'ils aient une construction. C'est pas si évident, quoi. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'être plongée dans mon truc. Et là aussi, il faut pas trop me déranger, quoi. 2 exercices très solitaires finalement. Oui, mais je crois que ça, c'est les bons côtés de la solitude que je vis. Moi, je ne suis pas un prisonnier, je ne suis pas une personne âgée que plus personne vient voir dans sa maison de retraite, je ne suis pas un immigré qui dort dehors. J'ai une vie extrêmement sociable, je pense. Mais parce que l'écriture est tournée vers les autres aussi. Ouais, j'ai les bons côtés de la solitude. Qu'est-ce que ça fait du bien de temps en temps d'être toute seule? Oh, on est d'accord. On est d'accord, on peut se poser, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, on peut être responsable entièrement 100% de soi-même. Et puis on peut avoir, et ça vraiment on le ressent très fort en mer, justement ce sentiment, comment dire ça, d'appartenance d'abord à l'espèce humaine, parce qu'on en est loin, à la planète, parce que quand on se couche sur le pont du bateau et qu'on regarde au-dessus de sa tête la nuit et qu'on voit des milliers d'étoiles et qu'on voit le cosmos et que là, tout d'un coup, physiquement, on prend conscience qu'on est sur une petite bille de rien du tout, qui n'a aucune importance, petit bout de truc là, qui a
par hasard la chance d'être juste là où il faut pour que la vie ait pris son essor et qu'on en ait le dépositaire, comme d'ailleurs les animaux que je côtoie. Je trouve que ça, c'est très fort, sans même parler de vision environnementale, etc. Mais juste cette expérience-là, moi, je trouve qu'elle est extrêmement forte, personnellement. C'est quelque chose qui me fait vibrer, quoi. Je trouve ça sublime, quoi. Dans l'écriture aussi, il y a l'envie de transmettre pour vous, enfin d'être en contact aussi avec les autres. Là, vous me parlez de solitude, mais l'écriture, vous y êtes allé aussi pour ça. Oui, bah, c'est important. C'est ma petite... Moi, je suis un peu saltimbanque quand même. Hein. Je ne fais pas des trucs très sérieux. Et donc, mon métier, si tant est que j'ai un métier, je pense que c'est passeur, passeuse, je ne sais pas comment il faut dire, c'est pas très joli, passeuse. Hein. Ben voilà, moi j'ai la chance d'aller par exemple en mer, dans ces endroits où forcément pas beaucoup de gens vont aller parce que c'est un peu compliqué. Vous allez toujours dans les endroits extrêmes en fait, ça vous amuse pas quand c'est sur une mer tranquille quoi. Ouais, bah, ouais. Enfin bon, je veux bien. Il y a un peu de jeu quoi. Je veux bien aller un week-end avec des copains, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Oui, quand c'est un peu plus compliqué, c'est quand même plus intéressant, on est d'accord. Et puis souvent, ça permet d'aller dans des endroits justement où il n'y a pas grand monde. Mais en tout cas, tout ça, moi j'ai en quelque sorte un peu le devoir de ramener ça, de le partager. Moi, j'irai jamais au haut de l'Everest. Mais j'adore quand un copain alpiniste me raconte ce qu'il voit là-haut, et voilà, ou que on me raconte ce qu'on voit, Thomas Pesquet qui raconte ce qu'il voit depuis l'espace. Voilà, je trouve ça génial. Heureusement qu'on partage, qu'on peut partager, qu'on peut échanger ça. Puis qu'on peut échanger des idées aussi, bien sûr. C'est vrai que votre premier bateau s'appelait Parole ? Oui, celui que j'ai fait de mes petites mains. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, il y a très 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 longtemps. Vous aviez un goût pour les récits qui était très développé alors déjà. Oui, oui. Alors peut-être que j'ai eu la chance. Moi, je vivais avec mes grands-tantes et grands-mères qui me racontaient beaucoup d'histoires. Alors c'est peut-être ça. Voilà. Vous voyez la filiation, quand on tire le fil des choses. J'ai toujours adoré les histoires. J'ai toujours beaucoup lu. Quand j'étais toute petite fille, j'adorais les contes et légendes. J'adorais ces choses un peu comme ça où ils pouvaient tous passer parce qu'il y avait des fées, des dragons, des trucs. Donc et je crois aujourd'hui aussi beaucoup au sens des histoires qu'on partage. Qu'est-ce qui fait société ? C'est qu'on partage des histoires. On partage des histoires sur d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs. Tout ça, c'est des histoires. Et dans l'humanité, on s'est raconté d'autres histoires avant. À un moment donné, il y avait les animaux, ils étaient dans la vie des gens, ils parlaient, ils avaient un rôle, voilà, c'était une histoire qu'on se racontait, puis maintenant on s'en raconte une autre. Donc je crois que l'histoire, au-delà du plaisir de parler, d'échanger, les histoires, elles ont un sens. Elles ont un sens, elles comptent pour les sociétés que nous construisons aujourd'hui. Et quand on change de récit, quand on change d'histoire, on le connaît bien avec tout ce qui est de l'ordre des récits historiques. C'est l'histoire des vainqueurs qu'on raconte toujours dans une société, parce que c'est eux qui ont réussi à imposer en quelque sorte leur histoire. Donc je crois beaucoup à ça. Vous parlez de vainqueurs, en même temps, je reviens à la discussion qu'on avait avant la conférence sur le Vendée Globe. Dans la voile, c'est une particularité où on parle d'ailleurs autant de ceux qui perdent que de ceux qui gagnent. Oui. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls sports qui soit comme ça. Eh oui. Oui. Vendée Globe, il y a à peu près autant de gens pour le dernier que pour le premier. Oui. Ce qui est assez légitime parce que le dernier, il a en général passé un mois de plus en mer, et donc il faut aussi le féliciter. Mais c'est vrai parce que dans ce genre d'épopée, on va dire, plus que de compétition, il y a l'aspect compétition, bien sûr. Mais il y a aussi ce qui fait rêver au fond les gens, c'est pas toujours la vitesse, oui, parce que 25 nœuds ou 30 nœuds ou 15 nœuds, bon, ça dit pas forcément quelque chose aux gens. Par contre, tout le monde peut imaginer qu'il est à 6000 km de toute terre habitée, tout seul sur un bateau dans des grosses vagues. Ça, c'est une histoire qu'on peut partager. Donc je trouve que la voile a ça d'intéressant. Et puis je crois qu'il y a moins de gens qui ont fait le tour du monde à la voile que de gens qui sont allés dans l'espace. Il me semble. C'est encore le cas. Exact. Je crois. Exact. Vous êtes tourné vers la littérature pour la même raison que vers la course au large, c'est-à-dire par simple curiosité ?
C'est aussi simple que ça? Ouais, j'adore ce que dit Eric Orsena. Il dit la curiosité, ça vient de curare, qui veut dire prendre soin. Donc je trouve ça très joli comme origine. Je pense qu'il a raison, parce qu'il est académicien. Et au fond, oui, je pense que la curiosité, pour moi, ça a à voir avec l'empathie. Quand on a de la curiosité pour quelqu'un, pour quelque chose ou pour un lieu, c'est parce qu'on s'ouvre à cette personne, à ce lieu, parce qu'on a envie d'échanger, de partager. Donc on est dans une relation d'empathie. Je crois que c'est le mot. Et puis il y a tellement de choses absolument extraordinaires et qu'on n'en fait jamais le tour. La vie du ver de terre, c'est une histoire géniale. On ne va pas la raconter, mais voilà. Enfin, il y a plein de choses. Je dis ça un peu par provoque, évidemment. Mais il y a tellement de choses qui sont absolument passionnantes, qui sont aussi bien de la nature que des êtres humains et des constructions qu'ils ont pu faire. Ce lieu, moi, je pourrais y passer 3 mois, peut-être, à fouiller partout, à fouiner partout, et aller voir comment vivaient les gens qui ont construit. Voilà, enfin, je pense que là aussi, je suis un peu obligée de me discipliner et de me dire pas trop à la fois, parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais si je me laissais un peu emporter, ouais. Donc du coup, j'ai quand même bifurqué à certains moments. J'ai adoré la période scientifique que j'ai eue dans ma vie. J'ai adoré évidemment la période course au large, mais maintenant j'adore aussi ce que je fais et pourtant ça n'a rien à voir. Et vous ne posez jamais la question, est-ce que j'en suis capable? C'est-à-dire que faire le tour du monde à la voile, vous vous n'êtes pas dit est-ce que je peux le faire? Écrire, vous n'êtes pas posé la question de savoir si vous en étiez capable? Non, parce que de toute façon c'est une question idiote, puisque tant que j'ai pas essayé, je peux pas le savoir. Donc c'est pas la peine de se poser des questions idiotes. Il y avait bien assez de questions intelligentes à se poser. Et alors, moi, j'ai 2 ou 3 réponses à ça. La première, je pense que j'ai eu d'excellents parents. On revient au sujet précédent. D'abord, moi, j'ai eu des parents. Je suis d'une famille de filles. J'ai 4 sœurs, pas de frères. Et je suis d'une famille où jamais de ma vie d'enfant et d'adolescente, je n'ai entendu dire qu'il y avait des trucs pour les filles et des trucs pour les garçons. Jamais. Donc, mes petites chéries, la santé, les études et le permis de conduire, comme disait papa, et ensuite, faites votre vie. Donc, en fait, ils nous ont beaucoup donné confiance en nous. Ils nous ont jamais dit... Il y a des fois, ils nous ont dit, là, faut peut-être prendre quelques précautions, il faut peut-être bosser un peu, il faut peut-être pas y aller comme ça. Mais voilà, j'ai jamais entendu dire que si je montais sur cette table, j'allais tomber. Bah, si je tombe, je tombe. Mais bon, ils ont quand même vérifié que la table n'était pas trop haute, hein, je pense. Mais voilà, donc ça, j'ai eu ça d'entrée de jeu, je pense, beaucoup de confiance de leur part à eux et de leur part de la part de ce milieu familial dans lequel j'ai évolué. Et puis après, vous savez, quand j'ai voulu prendre la décision de faire un tour du monde en solitaire, bon, j'avais déjà d'expérience de navigation, mais voilà. Et alors, je rêvais de ça depuis que j'avais 10 ans, et puis je me disais, oh, est-ce que je vais le faire? Mais quand même, c'est dangereux, puis est-ce que je vais... Et puis j'ai tourné ça dans ma tête pendant 2 ou 3 semaines, et puis justement, j'ai fini par ce truc qui est assez évident. C'est, bon, bah, de toute façon, si tu veux faire ça depuis que tu as 10 ans, bah, faut que au moins que tu essayes de le faire. Si tu n'essayes pas, tu es sûr que tu n'y arriveras pas. Donc si tu as envie de le faire, bah, essaye, puis tu verras bien. Et je pense que ça, c'est une façon peut-être un peu qui est assez entraînante, parce que du coup, on se dit, bon, bah, ok, j'essaye, mais alors, j'essaye vraiment, quoi. Je mets tout dans la balance. J'y vais pas à moitié, parce que je peux pas réussir à moitié. Donc, si je veux réussir complètement, bah, il faut vraiment que je pousse fort. Il n'y a pas eu d'attention de la part de vos parents quand vous êtes partis pour le tour du monde? Non, pas du tout. Maman, elle n'avait pas tout à fait compris. En fait, un jour, je suis revenue à la maison. Bon, j'étais quand même une grande fille, hein, j'avais 34 ans. Ouais. Et je leur ai dit, ben voilà, je vais m'inscrire à une course autour du monde en solitaire. Bon. Alors, ils ont dit, ah bon, voilà, on a un peu parlé de ça, mais enfin, ils n'étaient pas plus... Et puis, 1 heure après, maman me dit, mais alors, quand vous allez passer à Panama, comment ça va se faire? Comment ça va se passer? Mais je lui dis, mais maman, ça passe pas à Panama, c'est par le Cap Horn. Ah bon? C'est par le Cap Horn? Ah, mais c'est dangereux, tu ne devrais pas faire ça. Je lui dis, ah, trop tard, il fallait le dire il y a 2 heures. Maintenant...
Non, mais très sérieusement... Mais ils étaient contents que vous arrêtiez quand même. Plus sérieusement, ils m'ont énormément soutenu, ma famille m'a énormément soutenu, ils ont compris ben voilà, que c'était mon histoire, que de toute façon, je pense que j'étais assez inarrêtable à ce moment-là. J'ai eu un culot incroyable, enfin bon, voilà, c'était assez... Après, évidemment, eux, ils avaient quand même l'envers du décor, c'est-à-dire l'angoisse de savoir que quelqu'un qu'on aime est loin, dans des situations parfois dangereuses, surtout que j'ai fait des petites facéties en cours de route. Et donc, c'est vrai que quand même presque 15 ans après, je leur ai dit, ben voilà, maintenant j'arrête et je passe à autre chose, je pense qu'ils étaient assez soulagés, quand même. Mais là, vous allez quand même chercher ce que vous disiez tout à l'heure. Vous allez dans des endroits un peu où il y a du jeu, quoi. Vous avez besoin de retrouver un peu cette tension de course, quoi. Pas de la compétition, mais d'affronter les éléments. Oui, enfin, j'aime bien le mot tension, l'engagement. Les alpinistes, ils disent ça. J'aime bien cette expression. J'en ai eu à bord et maintenant, ils disent qu'une ascension est engagée. Ça ne veut pas dire que c'est... Voilà, mais il faut y être complètement, quoi. J'aime bien cette notion-là. Il faut y être complètement. On ne fait pas les choses à moitié. Et il y a effectivement... on n'est jamais, évidemment, maître des éléments, surtout pas, mais il faut apprendre à jouer avec. Et ça, c'est passionnant comme jeu, parce que il faut comprendre le vent, il faut comprendre la mer, il faut comprendre la glace, il faut comprendre comment tout ça marche, et trouver son chemin à l'intérieur. Et je trouve que... voilà, ça je trouve que c'est un bel accomplissement. Vous n'embarquez plus seul maintenant? Enfin, vous emmenez toujours du monde. Hein. Maintenant, depuis donc, que j'ai arrêté la compétition, je navigue donc toujours. Et j'essaye de joindre l'utile à l'agréable en ayant à bord soit des artistes, soit des scientifiques, soit d'autres sportifs, en particulier des alpinistes. Donc voilà, c'est du bonheur parce que eux, ils ont le mal de mer et pas moi. Non, c'est méchant ce que je dis. Non, mais ils m'apportent autant de choses. Enfin voilà, on peut partager vraiment des choses. On prend l'écart ensemble, ils me racontent leurs trucs, je les vois travailler. C'est un beau moment de partage parce que le bateau, c'est petit. Donc on est toujours ensemble, quoi. On apprend encore des choses sur soi, parce que des marins disent toujours qu'ils vont aussi se découvrir lorsqu'ils partent en mer longtemps. Vous découvrez encore des choses ou pas? Bien sûr, parce que d'abord la mer est jamais pareille, parce que avant de partir, surtout encore une fois en tant que chef de bord, hein, voilà, il y a des gens qui me confient leur vie quand même. Donc il y a toujours l'interrogation, il y a toujours le petit nœud au ventre quand même. C'est toujours un inconnu. J'ai préparé la navigation avec des cartes, avec un tas de trucs, mais je sais jamais comment ça va se passer réellement. Donc au fond, c'est cette incertitude qui est passionnante. C'est ça qui fait vivre. Si on savait comment ça finit, ce serait pas drôle. Si les livres, si on sait comment ils finissent, on a peut-être un peu moins envie de les lire. Mais dans la vie, c'est encore plus important, je trouve. C'est cette espèce d'incertitude qui vous oblige à vous mobiliser vous-même, donc qui vous oblige à essayer de sortir un peu de vos tripes, ce que vous êtes capable de faire, et puis qui fait que tout le temps, vous êtes en attente, vous êtes en émerveillement, vous êtes un peu en angoisse parfois. C'est des belles émotions. Et la mer produit des effets différents aujourd'hui ou des nouveaux effets que vous ne connaissiez pas lorsque vous avez fait le tour du monde à 34 ans? Elle vous apaise plus, elle vous... je sais pas. Je dirais pas ça comme ça, non. Je pense que j'ai toujours un peu ce même sentiment. Non, j'ai toujours eu ce sentiment-là. Quand je quitte la côte, je vais vers un inconnu que je désire. Je désire découvrir des choses nouvelles. C'est aussi une façon de se mettre dans des situations nouvelles, de voir comment on réagit. Mais quand j'avais 10 ans ou 12 ans et que je prenais le petit dériveur familial toute seule pour la première fois pour aller sur l'île d'en face, qui était tout près, c'était déjà ça. Alors parlons de l'environnement, on en parle depuis tout à l'heure. Dans quel état elle se trouve d'ailleurs, tiens, pour faire un focus sur cette mer arctique dont on parlait il y a quelques instants? Elle va pas trop bien, comme une partie de cette planète, une bonne partie de cette planète. Enfin, disons qu'elle est bouleversée en ce moment, parce qu'au fond c'est ça. C'est là que ça se joue en plus, en partie. Alors il y a des choses importantes qui se jouent, même si ça a l'air de pas nous concerner. Cette mer arctique, puisque c'est une mer, se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste de la planète, donc pour une raison assez simple, enfin
Il y en a plusieurs, mais disons la plus simple, c'est à partir du moment où l'atmosphère s'est réchauffée déjà d'1 degré, et que donc la glace va se former moins longtemps et de manière moins importante, la glace qui est blanche, elle renvoie l'énergie du soleil dans l'atmosphère, alors qu'au contraire, l'eau qui est sombre ou la terre qui est sombre vont absorber l'énergie. Vous savez tous que quand il fait chaud, on est mieux avec un vêtement blanc qu'avec un vêtement noir. C'est ça qui se joue là-bas, et donc plus ça se réchauffe, plus ça se réchauffe. Parce que plus ça se réchauffe, moins il y a de neige, moins il y a de glace, et donc plus ce continent et cette mer absorbent de la chaleur. Donc on commence à voir des modifications à grande échelle, des modifications de la vie, certaines qui ne sont pas forcément très graves. Les baleines sont montées d'environ 60 km vers le nord, parce qu'elles suivent le plancton. Voilà, elles sont montées, on trouve des maquereaux au Spitzberg, voilà, ça c'est pas très grave. Il y a des espèces qui ne vont pas pouvoir monter, parce qu'elles ne vont pas trouver l'ensemble des conditions de vie qui leur vont bien, donc celles-là, elles risquent de disparaître. Et puis, du point de vue des humains, il y a évidemment beaucoup de conséquences, puisque vraisemblablement, ça va quand même engendrer des modifications des courants, des modifications des vents d'altitude, que la modification de ce pôle. Le pôle, c'est un endroit très important pour la planète, pour la mécanique du climat de la planète. Donc ça va entraîner des modifications, y compris pour nous, y compris à d'autres latitudes. Donc ça, c'est des choses importantes. Et puis, ne serait-ce qu'aussi pour la vie des humains qui aujourd'hui sont dans ces territoires. Donc pas seulement les Inuits, aussi les gens tout autour, de Mourmansk ou d'ailleurs. C'est en train de changer beaucoup de choses. Il y a des endroits maintenant où il faut déplacer les villages parce que, comme il n'y a plus de barrière de glace, les villages sont aux prises avec les tempêtes et les vagues. Et donc, on vous dit, voilà, quittez votre maison. Vous ne pouvez plus habiter là, c'est fini. Ça va peut-être nous arriver aussi ici. Enfin, vous, au Mans, vous avez encore un peu de temps devant vous. Mais moi, à La Rochelle, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et ça, voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir le réchauffement climatique quand on est là-bas. Impressionnant et même sidérant. Enfin, moi, c'est l'effet que ça a produit sur moi, ce rapport que le WWF a publié l'an dernier, c'était en octobre. Ce chiffre était incroyable. Entre 1970 et 2014, les populations de vertébrés, donc quand on dit vertébrés, c'est poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, ont chuté de 60% au niveau mondial. C'est un chiffre terrifiant. Ouais, c'est ça notre problème en fait, c'est que là, on arrive à des modifications de très grande échelle. 1 degré, on a déjà pris 1 degré sur le climat. 1 degré, c'est monstrueux. Et on en a pris un en un siècle. On va en prendre un deuxième, là, tel qu'on est parti en 50 ans. Donc, c'est exponentiel. 60% des vertébrés sauvages. En Europe, 80% des insectes. En France, 30% des oiseaux des champs. On n'est plus dans une petite espèce qui disparaît. C'est bien triste. C'est vrai, le rhinocéros noir de Java, le dernier est mort il y a 1 semaine. Voilà. Il n'y a plus de rhinocéros de Java. C'est une espèce, on va dire. Mais après tout, les espèces, elles ont toujours disparu. Et puis il y en a d'autres. Mais c'est que c'est pas une espèce. C'est des écosystèmes entiers. C'est des centaines d'espèces, puisque l'ensemble des scientifiques qui sont regroupés dans un truc qui s'appelle l'IPBES, dont vous avez dû entendre parler au mois de mai dernier, nous disent que sur les 8 millions d'espèces qu'on connaît, il y en a 1 million qui sont à risque de disparition dans les décennies qui viennent, dans les prochaines décennies. Donc là, c'est les fondements même. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas tant la planète, c'est nous. Nous, on vit tout ça. Si on mange, si on boit de l'eau pure, si on respire, tiens, j'adore cet exemple. Vous savez qu'une respiration sur 2 que vous prenez, elle est due au plancton marin. Voilà, le phytoplancton, c'est des petites plantes microscopiques, il y en a des milliards, et ça absorbe le CO2 comme les plantes, ça absorbe le gaz carbonique, donc ça c'est bien pratique pour nos gaz à effet de serre, et ça crache de l'oxygène. Et tous les ans, ça fournit la moitié de l'oxygène de la planète. Donc, si l'océan est à risque, si le plancton est à risque, directement, c'est nos capacités respiratoires qui sont à risque. Donc, on est dedans. On n'est pas on n'a pas de planète B et on est dans
quand même cet écosystème qui nous nourrit, qui nous soigne, qui nous donne du bois, qui nous donne des fibres végétales pour nos vêtements, qui nous fournit plein de choses. Pour l'instant, relativement gratuitement. Vous avez vu le rapport de l'ONU d'aujourd'hui ? J'imagine que vous avez peut-être vu le chiffre qui est paru aujourd'hui. L'ONU a indiqué dans un rapport que les principaux gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux records de concentration en 2018. Aucun signe de ralentissement n'est visible. Il convient de rappeler, indique le rapport, que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. La température était de 2 à 3 degrés plus élevée qu'aujourd'hui et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres au niveau actuel. Oui, voilà. Donc Paris, pour l'instant, n'a fait aucun effet. Vous prenez la France et vous rajoutez 10 mètres et vous allez voir ce qui reste. Alors après, on ne peut pas uniquement se faire peur par rapport à ces chiffres, mais ils sont réels. Je veux dire, les scientifiques, ils nous décrivent, ils mesurent les choses. Ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la disparition des espèces, c'est parce qu'il y a des gens qui vont compter les espèces, qui vont compter des dizaines de milliers d'espèces partout dans le monde et qui donc peuvent nous dire des choses qui sont la réalité. Le réchauffement climatique, il est mesuré partout. Donc voilà, ce n'est pas des histoires. Après, ce qui est évidemment compliqué, et d'ailleurs je pense qu'on n'a pas assez d'imagination pour ça, c'est de faire tourner les modèles mathématiques pour en déduire un certain nombre de choses. Et surtout, le pas d'après, c'est d'une part comment on va essayer de s'adapter bon gré mal gré, parce que là il y a des choses où on n'a plus le choix maintenant, il va falloir qu'on s'adapte, et surtout comment est-ce qu'on peut essayer de freiner un peu la machine qui est en train de continuer à s'emballer. Moi j'ai quand même 2 bonnes nouvelles dans cette histoire. La première, c'est que c'est pas... je ne sais pas quoi, moi, une météorite qui passerait trop près de la Terre. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc qui nous échappe. C'est de l'histoire des humains, du modèle économique, social, politique, de vie, de développement que les humains ont choisi. Et que dans l'histoire des humains, il y a des moments où ils en ont choisi d'autres. Donc, on n'est peut-être pas la génération la plus idiote. Quand on tire le fil des conséquences, on n'est plus sur les générations futures. On est sur les générations qui sont là maintenant. C'est pour ça que les jeunes, ils sont dans la rue. C'est parce qu'ils ont 25 ans et qu'ils savent qu'en 2040, on aura franchi le 2e degré là, de réchauffement, que nous dit que c'est la limite et qu'après, ça va déraper. Ben oui, en 2040, ils auront 45 ou 50 ans. Donc, ils n'ont pas envie de ça. Donc, ils ont raison. Donc voilà. Donc, vous avez encore foi en l'homme avec un grand H ? Des manières de s'adapter. Je pense que la deuxième bonne nouvelle, puisque je vous en ai promis 2, donc la première, c'est que c'est juste qu'on n'a qu'à se débrouiller, que discuter entre nous et faire autrement, ça, voilà. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de solutions. Que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau des collectivités, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau de l'ONU. Il y a quand même plein de domaines où on sait ce qu'il faut faire. Donc voilà, maintenant, le changement, ça fait toujours peur. Le changement, c'est pour les autres. Et on a des freins comme ça qui sont incroyables. Alors qu'il y a beaucoup de gens, moi je passe mon temps à rencontrer des gens, qui vous disent, qui ont compris que c'était un problème. Mais, ah oui, mais alors il faut changer. Mais alors, ah oui, mais si je change, ça ne le fera pas. Si je suis un particulier, ah ben non, ça va être casse-pied. Si je suis une entreprise, ah ben, il y a la concurrence, c'est pas possible. Mais retournez les arguments. Retournez-les, simplement. Si vous êtes un particulier, ben, je vais faire de la pub pour mon truc au WWF. On vous propose une appli, c'est très à la mode, qui s'appelle WAG. W-A-G. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger. Ça vous propose tous les jours des dizaines de choses à faire dans votre vie, des dizaines de petits défis que vous allez vous lancer pour juste à votre niveau à vous, commencer à suivre un autre chemin. Et vous allez voir que les solutions, mais c'est incroyable combien il y en a, et qu'elles sont pas chères et qu'elles sont faciles. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut quand même... Et je crois que c'est très important que individuellement, on s'engage déjà sur des chemins, parce qu'on va aussi y entraîner notre famille, en discuter avec les collègues au boulot, peut-être en discuter avec monsieur le maire ou avec je ne sais pas qui. Enfin voilà, on va aussi avoir un effet d'entraînement. Les entreprises, nous on travaille beaucoup en tant que WWF avec les entreprises. Qu'est-ce que nous disent celles, parce qu'il y en a plus qu'on croit qui commencent quand même à essayer de changer. Elles nous disent, mais voilà, ce qu'on a compris dans l'histoire, c'est que notre modèle économique, il ne va plus tenir. Et que de toute façon, si on ne change pas, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sera plus là.
Donc même d'un point de vue strictement entrepreneurial, société libérale et tout ce qu'on veut, même comme ça, il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est aussi être en avant sur une certaine forme de concurrence, si on y va par là. C'est développer des solutions que si on ne les développe pas, vos clients vont vous accuser de ne pas bouger, vos fournisseurs aussi. Enfin, voilà, je pense qu'il faut se sentir aussi entraîné dans ce courant-là. Quand on est WWF et qu'on a tous ces chiffres qui tombent, là vous me parlez du rhinocéros, enfin, tous les jours vous devez avoir des nouvelles qui vous inquiètent, comment vous faites pour dormir? Alors je ne dors pas toujours. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et ça fait pas très longtemps d'ailleurs, ça fait 2 ou 3 ans que ça me réveille la nuit. Vraiment, vraiment, parce que des fois je me dis, scrogneux, comment on va faire, quoi? Et puis on pousse, puis ça va pas assez vite, et puis on voit le sablier qui est en train de couler, et puis on se dit plus vite, puis bon, et puis voilà. Alors des fois on a des bonnes nouvelles aussi. Donc d'abord, moi je reçois une revue de presse toutes les semaines du WWF. Donc d'abord je fais le tri et je lis que les bonnes nouvelles au début. Parce que là, ça fait dire, ah bah oui, tiens, là, il y a un machin qui fait ça, là, tel État a décidé ça, là, on arrête le plastique, là, machin, bon, voilà. Et puis après, quand même, il faut aussi que je lise les autres, parce qu'il faut les lire, parce qu'il faut avoir la réalité en face. Donc c'est vrai que ça m'empêche un peu de dormir, et en même temps, il y a une chose dont je suis sûre, parce qu'on parle beaucoup de blues environnemental, on voit beaucoup des gens... moi, j'entends beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes, par exemple, qui me disent « Moi, je ne veux pas faire d'enfant. Parce que je ne veux pas mettre un enfant au monde dans ce monde-là. » C'est terrible. C'est quand même... ça prouve qu'on est quand même... voilà, c'est une angoisse forte, quoi. Donc cette espèce de blues environnemental, moi, je dis aux gens, il y a une façon super simple de ne pas avoir le blues, c'est de vous battre. Et donc... La nuit, à 2h du matin, vous savez comment on est, hein, 2h du matin, on a toujours on voit un peu les choses en noir. Je vois un peu les choses en noir, et quand je me réveille le matin, je me dis, waouh, encore une journée pour se battre. Et bien aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose. Et franchement, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Parce qu'on va faire des choses ensemble. Parce qu'on va parler ensemble. Que ce soit, encore une fois, dans des associations, dans des collectivités, dans tout ce que vous voulez, au boulot, n'importe où. C'est parce qu'on va prendre les choses en main, qu'on va discuter et qu'on va avancer ensemble. Et ça, c'est quand même sympa. Ça fait plaisir. De sentir qu'on fait bouger les choses. Voilà. Moi, tous les jours, enfin, je ne vais pas tous les jours au WWF, parce que je n'en suis que la modeste présidente, mais à chaque fois que j'y vais, donc quand même très régulièrement, j'arrive dans cet endroit où, en ce moment, il y a à peu près une centaine de salariés. Ils ont tous entre 30 et 40 ans. Ils sont à fond. Ils ont une énergie. Ils ont une ténacité, ils ont une envie, ils ont un plaisir de se battre. Waouh, ça fait du bien. Moi, j'aime bien aller dans les étages et aller voir les gens et discuter avec eux. Et bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr, des fois, ça recule. Mais il y a une espèce d'énergie qui est vraiment qui fait un bien fou. Hein. Tout le monde est suspendu à vos lèvres. Ça fait 1 heure qu'on échange. Vous avez des questions peut-être pour Isabelle Autissier? Alors, oui, monsieur. Oui, une question pour le WWF. On a entendu il y a quelque temps que 3 navires usines néerlandais étaient en train d'écumer la mer du Nord, la mer d'Irlande, la Manche. Ces navires sont capables, paraît-il, d'absorber en une journée ce que tous les pêcheurs français pêchent en une année. Pensez-vous que le WWF pourrait intervenir auprès de ces gens, les Néerlandais, je répète? On le fait déjà, monsieur. On le fait déjà, bien sûr. Et là, on voit bien comment cette espèce d'avidité permanente nous conduit finalement à une sorte de suicide collectif. Puisque, évidemment, ces navires... alors, c'est la technologie. Hein, on est capable de faire des choses extraordinaires pour aller traquer le poisson un peu partout. Donc, voilà, on a une technologie formidable, mais on l'emploie mal, et surtout, on l'emploie dans une avidité individuelle qui fait qu'on a complètement perdu de vue la collectivité. Alors, comment est-ce qu'il faut se battre contre ça? Aujourd'hui, sur ce problème spécifique, c'est essentiellement
au sein de la communauté européenne, puisque c'est elle qui gère la pêche dans les eaux de la communauté européenne, qu'il faut faire porter le fer. Et il y a des fois, on a des victoires. Il y a quelques années, on a eu la belle victoire, par exemple, ça a pris du temps, mais d'interdire la pêche profonde, en dessous de 800 mètres, parce que là, on allait attaquer des écosystèmes millénaires qu'on détruisait en un coup de chalut. Donc on a mis beaucoup de temps à prouver ça, puis finalement, on a obtenu de l'Union européenne qu'elle interdise ça. Très récemment, on a réussi à faire interdire la pêche électrique aussi, qui était un peu le même genre. Donc voilà, malheureusement, parfois, les gens ne sont pas en peine de mauvaises idées, mais voilà, c'est ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Merci. D'autres questions? Oui, devant, si on peut apporter le micro au premier rang. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous êtes d'un optimisme à toute épreuve, mais je voudrais que vous nous parliez des éoliennes, parce que ça c'est le scandale absolu, les scandales à tout niveau, hein, parce que vous aimez la mer, vous aimez les poissons, vous savez que les éoliennes qui sont en mer font mourir les poissons, contaminent les poissons que nous mangeons, nous, après. C'est vraiment... Non, mais je ne comprends pas très bien comment les éoliennes contaminent les poissons. Je pense que je me suis un peu... Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Allez-y si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet. Parce qu'on le sait, si vous voulez, c'est vraiment des lobbies extraordinaires. On les implante où on veut. Natura 2000, les eaux ne sont pas respectées, on y plante des éoliennes. Les cultivateurs, même en Bretagne, qui ont accepté initialement d'avoir des éoliennes, se rendent compte qu'ils sont malades, leurs bêtes sont malades, leurs bêtes crèvent. Non mais ça, on l'oublie ou quoi? Oui, alors je ne sais pas aussi... Vous êtes fait une opinion que le vent sur est ce propre. Je ne serai pas aussi catégorique que vous. Je pense que les éoliennes peuvent avoir des inconvénients. Gros. Elles n'ont pas... Pardon. Oui. Allez-y, finissez si vous voulez. Vous voulez terminer, madame? Vous voulez terminer? Allez-y. Si vous avez des choses à dire, finissez ce que vous voulez dire. Sinon, on laisse terminer Isabelle Autissier dans sa réponse. Après. On peut reprendre le micro. Ce sont les pêcheurs qui tirent la sonnette d'alarme. Hein. Alors, quelle opinion vous faites sur ce sujet? Alors, je me suis intéressée de très près à la question, puisqu'il se trouve que je suis au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité et que nous avons eu à gérer l'implantation de la première ferme éolienne en mer. Où, en fait, de l'avis des scientifiques indépendants, qui sont partie prenante ni des uns ni des autres, l'implantation des éoliennes en mer, elle a un inconvénient majeur au moment où on implante l'éolienne. Parce que là, on va faire ce qu'on appelle le battage de pieux, c'est-à-dire il va falloir enfoncer ces pieux, et là, ça fait du dérangement, ça fait de la vase qui vient en suspension, et ça fait du bruit surtout. Et que cette phase-là, effectivement, elle n'est pas très bonne pour la biodiversité. À partir du moment où l'éolienne est implantée et où elle fonctionne, sur le milieu marin, il n'y a aucune conséquence. Aucune. Et il peut y avoir, dans certains cas, des conséquences sur les oiseaux. Mais pour ça, il y a une façon, et on l'a vu sur cette histoire d'implantation d'éoliennes, relativement simple de pallier à ça, c'est que les oiseaux de mer volent bas pour voir ce qui se passe dans l'eau, pour pouvoir bouffer. Donc si on remonte les éoliennes, on n'a quasiment plus de mortalité d'oiseaux, puisque les oiseaux volent en dessous des éoliennes. Donc on a... Alors les chauves-souris, il n'y en a pas en mer, donc on n'a pas le problème. À terre, vous avez raison, il y a le problème des chauves-souris, parce que les chauves-souris sont sensibles aux ondes électromagnétiques, et que les éoliennes développent, évidemment, un champ magnétique autour d'elles. Donc là, il y a des solutions. Alors, les humains, il faut vraiment qu'ils habitent dessous. Mais vraiment dessous l'éolienne. Or ça, les éoliennes, elles sont implantées automatiquement à 300 mètres des maisons. Donc à 300 mètres, il n'y a plus de champ électromagnétique. Votre téléphone portable en a beaucoup plus qu'une éolienne. Donc ça n'agit pas sur les humains, parce que de même, les animaux, s'ils sont en permanence sous l'éolienne, ça peut avoir des répercussions, mais s'ils n'y sont pas en permanence, ça a beaucoup moins de répercussions. Et donc par exemple, on essaye d'imaginer ce qu'on a fait sur les éoliennes en mer, c'est de dire, par exemple, le battage des pieux, vous allez le faire uniquement en hiver. Alors, ça ne les arrange pas parce qu'il ne fait pas beau en hiver. Mais au printemps et en été, au moment où, par exemple, les mammifères marins viennent plus près de la Terre pour se reproduire, là, vous arrêtez.
Donc, voilà. De même pour les poissons. Au moment où les poissons viennent plutôt se reproduire au printemps, là, on arrête parce que la turbidité des eaux peut les gêner. Donc, on essaye de contribuer. Après, sur cette question un tout petit peu plus généralement, je pense que c'est très important. Tout ça, c'est fait pour avoir de l'énergie, hein, de l'électricité et de l'énergie d'une manière générale. La première des choses qu'on veut faire, c'est limiter notre gaspillage. On met aujourd'hui 30% de l'énergie qu'on produit à la poubelle directement sans s'en être servi. Par exemple, la veille de nos appareils électroménagers dans nos maisons, c'est 2 centrales nucléaires. D'accord ? C'est 2 réacteurs nucléaires qui tournent uniquement pour rien. Parce que votre routeur informatique tourne en ce moment chez vous, ça ne vous aide pas à participer mieux à cette conférence. D'accord ? Donc déjà, 30%, il faut vraiment qu'on s'interroge sur le gaspillage de l'énergie. Après, il y a un autre 30% qui est une mauvaise utilisation de l'énergie. Aujourd'hui, une voiture, pour ne même pas parler d'un SUV, de je ne sais pas combien de centaines de kilos pour transporter quelqu'un qui en fait 60, c'est pas très intelligent. Et je pense qu'on est capable de trouver des moyens de mobilité qui soient mieux que ça. Donc on peut être plus performant. Et après, il y a l'énergie dont on a besoin de toute façon parce que nous sommes consommateurs d'énergie. À tout prendre, même si les éoliennes ont un certain nombre d'inconvénients sur lesquels il faut absolument se pencher et sur lesquels il faut discuter et sur lesquels il faut trouver des solutions, franchement, moi, je préfère ça aux centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires, aujourd'hui, quand on voit l'immensité du gâchis que ça peut produire et le fait que la technologie n'est pas du tout 100% sûre, et que les gens d'ailleurs du nucléaire nous le disent aussi, quand on voit qu'on ne sait pas quoi faire des déchets, quand on voit, enfin voilà, quand on voit le risque, moi je préfère des éoliennes. Et pas que les éoliennes, parce que la question c'est pas de mettre des éoliennes partout, c'est de faire partout avec nos atouts. Donc un endroit ce sera plus de solaire, un endroit ce sera peut-être plus de vent, un endroit ce sera peut-être plus de biomasse, un endroit ce sera peut-être plus de géothermie ou un mixte. Donc 1, on consomme moins, 2, on fait du mix. Mais surtout, ce qui est extraordinairement important pour nous, c'est d'arrêter avec le charbon, le pétrole et le gaz, dans l'ordre. Parce que ça, c'est ça qui est en train de nous pourrir la vie. C'est pour ça que l'atmosphère se réchauffe. Et c'est pour ça qu'on va au-devant de grandes souffrances, disons le mot. Donc là, il faut qu'on se concentre là-dessus. Et si transitoirement, il faut des solutions qui ne sont pas encore 100% optimales, mais qui nous permettent d'arrêter avec le pétrole, le charbon et le gaz, eh ben, je crois qu'il faut faire ça en continuant la recherche et en continuant la discussion. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être ? Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir Isabelle. Bonsoir. Je voudrais vous parler d'une espèce qui est en train de revenir. Oui, c'est le loup. Vous avez raison. Le loup. Quelle est la position du WWF et votre position à ce sujet, s'il vous plaît ? Eh bien, écoutez, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, une espèce qui revient. Et d'ailleurs, c'est une illustration que, quand même, la nature est bonne fille. Et que c'est peut-être un peu ça qui nous sauvera. C'est-à-dire que j'ai parlé d'espèces qui disparaissaient, mais en fait, la plupart des espèces, elles disparaissent pas complètement. Et on a des représentants, entre guillemets, d'une espèce qui est devenue beaucoup moins abondante. Hein, on l'a dit, les mammifères qui... Voilà, il y en a beaucoup moins, mais il y en a encore un peu. Et ben, en général, quand on leur fiche un peu la paix, on voit ces espèces qui reviennent. C'est très net. Moi, je parle des parcs marins, des aires marines protégées, c'est très net. Quand on met des règles, quand on arrête de surpêcher, quand on arrête, on voit que la vie revient assez vite. Donc c'est le cas du loup, et je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse, parce que c'est bien que les loups, comme les papillons, comme reviennent. Alors après se pose la question de la cohabitation, évidemment, parce que le loup est une espèce carnivore, carnassière. C'est le petit chaperon rouge, voilà, notamment, qui est très impacté. Rouge. Alors d'abord, c'est évidemment de l'imaginaire humain très fort, puisque ça fait partie, comme les requins, par exemple, de ces rares espèces qui pouvaient manger l'homme. Donc c'est dans notre imaginaire, c'est évidemment très fort, avec raison. Et donc je pense que c'est extraordinaire qu'en France, on est un des rares pays où on n'arrive pas à organiser cette cohabitation.
Des loups, il y en a 10 fois plus en Espagne, il y en a 10 fois plus en Italie, je ne parle même pas des Carpates, et là, ça se passe mieux. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à revivre avec des espèces sauvages. Donc il faut qu'on apprenne, par exemple, à remettre plus de gens dans les alpages pour surveiller. Il faut qu'on, voilà, toutes ces techniques qu'on commence à mettre sur la table, pour lesquelles d'ailleurs, heureusement, les éleveurs sont très soutenus financièrement, et heureusement, parce que c'est, voilà, il faut revenir sur des techniques, il faut réemployer des gens, il faut, voilà. Mais je pense honnêtement que c'est pas du tout incompatible qu'on ait des loups dans notre nature et qu'on partage d'une certaine manière. Ça va nous demander de faire les choses un tout petit peu différemment, mais je pense que c'est pas du tout incompatible. Ça vous va, monsieur, ou pas? Non, vous posez... Oui. Ça aurait été intéressant de savoir pourquoi vous posiez la question, mais... Parce qu'il y en a un qui était en Charente-Maritime vous en avez parlé, il y a 10 jours, il paraît qu'il y en a un qui est arrivé en Charente-Maritime. En Italie et en Espagne, il y a des loups et ça se passe très bien. Oui, et pourquoi pas chez nous? C'est exactement ce que je disais, c'est que il faut mettre en œuvre les techniques qui vont bien, il ne faut pas être juste dans la condamnation d'une espèce. Au nom de quoi avons-nous le droit de condamner une espèce? Qui sommes-nous comme espèce pour avoir le droit de condamner les autres? Je pense que c'est peut-être un peu plus philosophique, mais c'est un vrai débat à avoir. Objectivement, le loup, évidemment, est une espèce plus compliquée à traiter que les papillons. Encore que les moustiques, par exemple, font beaucoup plus de morts que les loups, ou que les requins, ou que toutes ces espèces. Le moustique, c'est l'animal numéro 1 qui peut porter atteinte aux hommes. Et il y en a plein comme ça. Donc, je crois qu'il faut réapprendre à vivre avec. Merci. Après 1h10 avec vous, on sait encore plus pourquoi on était content de vous avoir ce soir. Merci beaucoup, Isabelle Autissier. Merci à vous toutes et à vous tous. Pour cet instant avec vous.